Podcast. Le podcast hors série. Podcast hors série. Une présentation de Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts. De la micro d'exception à la micro de soif parfaite. Deux succursales, Beauport et Saint-Émile. Santé! Podcast hors série à Boulevard 102.1 et aujourd'hui, on va parler de finances. Et là, je sais, ceux et celles qui écoutent Boulevard de manière régulière doivent se dire pourquoi c'est toi qui parles de finances. Non, je ne vais pas parler de finances, je connais rien là-dedans, mais je vais parler avec quelqu'un qui connaît ça et moi, je suis curieux. Fait qu'on va décortiquer certains sujets, notamment comment ça se fait qu'une compagnie québécoise devienne aussi immense que la compagnie Couche-Tard. Et on va en jaser avec planificateur financier, chroniqueur dans Gravel dans le retour et un être humain de qualité. Alex Leblond, comment ça va? Salut Matt, ça va toi? Ça va bien. Merci d'avoir pensé à moi pour jaser de ça, parce que quand on parlait de ce projet-là, puis on avait discuté du truc, moi je suis comme, écoute, je connais rien là-dedans, mais j'ai des questions. Ben, c'est ça qui est bon, là. Il n'y a rien de plus plate des fois que deux nerds sur un sujet qui se parlent entre eux autres, puis on n'est pas invité au party, là. Tout le monde est exclu parce qu'on a un micro-détail. C'est le fun, justement, quand la personne à qui tu parles se pose la même question que la personne qui écoute. T'sais. Ouais, t'écoutes une discussion, puis t'as deux personnes qui se disent, ben oui, tu le sais, t'es à l'affaire, puis là, t'es comme, non, je le sais pas, pouvez-vous me l'expliquer, s'il vous plaît? Mais c'est des grandes entreprises québécoises, puis on aurait pu en prendre plein. Là. Il y a plein d'entreprises québécoises qui s'illustrent. Il y a des entreprises qu'on sait même pas qu'elles sont québécoises, puis ça pogne full à l'international. Il y a des entreprises, on pense que c'est québécois, puis finalement, c'est rendu ailleurs. Mais pour ce qui est de Couche-Tard, c'est complètement fou à quel point, puis moi, je vais partir avec cette idée-là. C'est dans les nouvelles, quand on disait Couche-Tard a fait une offre ou est en processus d'acheter 7-Eleven. Ouais. Et moi, dans ma tête, 7-Eleven, c'est un géant, c'est immense, c'est le dépanneur aux États-Unis. Puis là, tu as Couche-Tard qui veut l'acheter. Je suis OK, fait que Couche-Tard est plus gros que ça, ou c'est deux compagnies qui sont de niveau similaire. Fait que comment ça se fait que ce dépanneur-là, parce que c'est des dépanneurs, ça devient aussi huge que ça? Ben, tu sais, partons des débuts, là. Puis là, je veux toujours le faire vite, là, les débuts, là, parce que moi, ça m'énerve. Mettons, tu lis une bio là, d'une rockstar, puis là, ça part de quand son arrière-grand-père est arrivé. Puis là, t'es comme... Je pense que, mettons, Steven Tyler, sa biographie, c'est ça. Là, c'est comme 100 pages. Là. Parle-moi de Dream On. Là. Je veux pas... Le début m'intéresse moins, mais ça reste que les sources, là, le gars s'appelle Alain Bouchard, okay? Le fondateur de Couche-Tard, celui qui a eu l'idée initiale. Il y a des partenaires qui sont greffés à travers ça, là, mais Alain Bouchard, lui, il vient de Saguenay, il vient du Lac-Saint-Jean. Fait que, au départ, là, son père était entrepreneur. Fait que dans les premières années de sa vie, là, de 0 à 9 ans, 0 à 10 ans, il n'était pas millionnaire, là, mais l'argent n'était jamais vraiment un enjeu. Jusqu'au moment où, quand il avait 9-10 ans, son père a fait une faillite. Il a tout perdu essentiellement, puis il n'y avait plus d'argent dans la place. Fait qu'il a fallu, il était 5 enfants, il a fallu qu'il aille vivre dans une maison mobile. Sa mère n'a pas bien vécu avec ça. Elle a été internée, hôpital psychiatrique. Ils ont déménagé sa Côte-Nord. Son père travaillait sans arrêt parce que seul salaire puis pas des bonnes conditions. Subvenir aux besoins de la famille aussi. Oui. C'était sa sœur qui était à peu près âgée, un petit peu plus vieille que lui, là, qui est devenue de facto en charge du ménage la majorité du temps. Fait que le portrait familial est parti de là. Puis Alain Bouchard, dans toutes les entrevues qu'il a faites, il a toujours dit qu'il y avait un avant et un après dans sa vie. Puis c'était vraiment avant la faillite de son père puis après la faillite de son père. Je trouve ça intéressant parce que là, puis ça, c'est une histoire en particulier, mais j'ai l'impression, puis moi, je suis zéro entrepreneur. C'est pas un domaine que je connais. J'ai pas cette fibre-là. J'ai des amis qui le sont, là, puis pour qui c'est l'espèce de prise de risque, puis l'espèce d'incertitude, eux autres, ça les drive. Mais c'est pas rare dans l'histoire des entrepreneurs puis des grandes entreprises qu'il y a une faillite qui vient en quelque part. Mais c'est des faillites, je comprends qu'il y a des faillites d'entreprises, mais ça vient des fois avec des faillites personnelles aussi. Fait que on dirait que ça prouve qu'être entrepreneur, c'est un peu all-in. Là. Ben, écoute, d'un point de vue strictement cartésien, il faut être complètement sauté pour être entrepreneur. Dans la mesure où tu as 90% des entreprises qui vont fermer dans un horizon de 5 ans. Il n'y a presque aucune entreprise. C'est le Combien? 80 à 90% qui... Ferme? Ouais, mettons que toi puis moi, on sauve une business, là, Leblond Marcotte, là, incorporé. On a 80% de chances d'être dead dans 5 ans. Ouch!
Fait que c'est pour ça que, d'un point de vue strictement mathématique, là, se lancer en affaires, c'est fou raide. C'est pour ça que ça prend une confiance extrême en ses moyens. Puis la leçon qui a été acquise d'Alain Bouchard là-dedans, puis c'est là où les partners sont super importants, c'est que lui, il a vu son père échouer dans son... Pas dire échouer parce que c'est pas toujours de ta faute. Là. Des fois, c'est des fournisseurs qui te payent pas. Puis surtout, lui, c'était dans le domaine de la construction. Là. Ça arrive souvent, ce genre d'affaires-là. Mais il a vu son père qui était pas entouré. Fait que lui, il s'est dit, regarde, moi, je veux faire comme mon père. Je veux me partir en business. Je veux être à mon compte. Je veux être maître de ma vie. Mais ça me prend des partners parce que j'ai des forces. Alain Bouchard, lui, c'était un développeur. Par contre, il n'y avait pas l'aspect RH nécessairement. Il n'y avait pas l'aspect finance nécessairement. Fait que lui, il a pris il a pris là où son père avait laissé, puis il s'est dit, je vais me bâtir une business. Il ne savait pas exactement que ce serait couche-tard, il ne savait pas exactement que ce serait des dépanneurs, mais il s'est dit, s'il y a une affaire que je ne peux pas faire, c'est le faire tout seul. Puis c'est bon, ça, l'entourage, parce que ça me fait rire. J'ai des exemples personnels de gens qui se sont lancés en affaires, puis clairement, c'est du monde qui veulent développer. C'est des gens qui ont une idée, pour qui, mettons, tu sais, puis ça me fait rire parce que dans ma tête, être entrepreneur, le fun, c'est trouver le concept, trouver c'est quoi le marché, trouver le logo, trouver le nom. Tout ça, c'est des affaires extrêmement motivantes. Mais après ça, genre, ça fait 3 semaines que tu es en affaires. Là. Puis là, tu es comme, OK, mais là, faut que ça marche. Fait que, tu sais, il y a comme le bout un peu plus travail de la patente qui est moins de la grosse motivation. Puis si toi, ta force, justement, c'est peut-être quelqu'un qui a des idées de grandeur, puis ça, mais ça te prend quelqu'un aussi qui est capable de te dire, ouais, mais il y a 2 colonnes de chiffres. Là, il y a ce qui rentre, il y a ce qui sort, puis il faut que ça marche. Là. Ouais, puis ça, là-dessus, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là. Mettons, prends juste Alain Bouchard, justement, là, qui n'est plus dans les opérations quotidiennes de couche-tard aujourd'hui en 2025. Il est encore sur le conseil d'administration. Il y a encore bien des décisions qui sont prises après que ce soit passé sur son bureau. Mais dis-toi que sa fortune là, en date d'aujourd'hui, là, ça peut toujours fluctuer là, parce que c'est en bourse, là, mais c'est l'homme le plus riche au Québec. Sa fortune est à 6,9 milliards de dollars. Puis là, ce qui le drive à se lever le matin, c'est qu'il veut encore doubler la taille de la compagnie. Okay. Fait qu'il faut que tu sois programmé d'une certaine manière. Là, parce que la majorité du monde, si tu surfes sur 6,9 milliards, t'es pas en mode grind en bon français. Tu es en mode, OK, on va prendre des vacances, on va prendre ça relax. Lui, ça a toujours été ça. C'était pas nécessairement devenir millionnaire ou milliardaire parce que lui, il n'y a pas de yacht, il n'y a pas de villa un petit peu partout. Lui, c'est, hey, ma business, je veux que ce soit la plus grosse au monde dans mon domaine. Puis l'acquisition de 7-Eleven, qui n'est pas faite encore, mais concrétiserait ce rêve-là. Fait que, tu sais, Couche-Tard a toujours grandi de cette manière-là. Il était très petit. Ils ont acheté un plus gros, puis un plus gros, puis un plus gros. Puis là, on s'entend, ça, c'est des jeux vidéo, des fois, le final boss. Là. Mm-hmm. 7-Eleven, c'est le final boss de l'aventure d'acquisition de Couche-Tard. Mais tu vois, Alain Bouchard, lui, c'est ça. Il s'emmerde dans... Comment je peux dire ça? Il peut pas avoir juste une boutique qui fonctionne bien, puis il faut qu'il y en ait 100 000. Mais c'est ça que je trouve... en fait, que je comprends que j'ai pas cette fibre-là, en fait, à ce moment-là, parce que on dirait que c'est des éternels insatisfaits. C'est quelqu'un qui veut grossir. Puis c'est pas nécessairement... Puis des fois, il y en a que c'est l'appât du gain. Il y en a que c'est juste, hey, moi, je veux faire le plus possible. Mais généralement, quand tu entends parler d'histoire d'entrepreneurs puis des plus grosses compagnies au monde, c'est beaucoup plus dans qu'est-ce que je peux faire avec ça. Puis il y en a qui sont attirés par le pouvoir, clairement. Il y en a qui aiment ça se coller sur le pouvoir. J'ai pas l'impression qu'Alain Bouchard, c'est... Tu sais, puis il y a des affaires qu'on sait pas, mettons, dans la vie en général, de qui donne où, puis tout ça, mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un de très public non plus qui veut utiliser son influence là-dessus. Là. Vraiment pas. Il fait pas beaucoup d'entrevues. C'est pas quelqu'un qui aime avoir le spotlight sur lui. Puis même quand tu écoutes une de ses entrevues, il va parler de ses partners. Il va parler de son partner Jacques, il va parler d'Aréal, il va parler de tout le monde sauf de lui. Il va parler de ses employés. Mais tu sais, par rapport à ça, là, lui, tu sais, dans les années 80, là, parce que Couche-Tard l'aventure, lui, il a été dans le domaine des dépanneurs comme employé. Il y avait les dépanneurs Perrette à l'époque. Lui, travaillait pour eux jusqu'à ce qu'il y ait un conflit. Après, il est allé travailler pour Provigo. À cette époque-là, là, fin 70, début 80, c'était beaucoup les épiceries qui étaient dans le monde des dépanneurs. Fait que Provigo, eux autres, ils voulaient développer des dépanneurs provisoires qui existe encore aujourd'hui. Ouais. Alain Bouchard a été celui qui a développé ce réseau-là, essentiellement. Là. Pas en totalité, mais pendant quelques années, il allait ouvrir les succursales. C'était lui qui était en charge.
quelques années après, il y a eu une différence de vision avec Provigo. Puis la différence de vision, c'était Provigo, c'était on va ouvrir tant de boutiques, puis ils vont en ouvrir une, puis en ouvrir deux. Puis Alain Bouchard, lui, était comme, pourquoi on n'ouvre pas 500? Fait que, il y avait clairement une dichotomie entre ce que lui voulait, ses idées de grandeur, puis ce qu'eux voulaient. Puis quand il a lancé, c'était pas Couche-Tard au début, mais quand il a lancé son entreprise, puis même quand ils se sont lancés en bourse, c'était un gag un peu. Là. C'était comme, c'est le gars avec ses dépanneurs. Puis, c'est cute. Tout le monde riait de lui, en réalité. Fait que peut-être que la volonté de grandir de cette manière-là vient du fait que pendant 20 ans, ça a été une risée. Là. C'est sûr. Honnêtement, tu me pitches ça comme idée, mettons, il y a je sais pas combien d'années, là, je vais faire fortune d'un dépanneur. C'est un dépanneur. Là, c'est la place qu'on va quand l'épicerie est fermée. Mais je pense qu'il y a une vision d'amener ça plus loin aussi, parce que c'est clairement plus ça. Je regarde un Couche-Tard aujourd'hui, puis ce que c'était dans ma tête un dépanneur quand j'étais jeune, on est quand même plus loin de ce que c'était dans le temps. Là. Vraiment. Puis avant, c'était cigarette. C'était là où tu faisais le gros de ton profit. Là, c'est plus là nécessairement. Fait que nécessairement, le modèle d'affaires a changé. Mais ce qui a aidé Couche-Tard beaucoup, puis on va en venir aux acquisitions, c'est qu'ils ont acheté en Europe, ils ont acheté aux États-Unis, puis ils ont été capables, ils sont jamais arrivés dans un marché en disant « Hey, nous autres, on est big à Laval, fait qu'on va vous dire quoi faire à Stockholm. » Là. Ils ont toujours acquis dans une optique de « Hey, avant de tout faire le ménage, puis on va regarder ce que vous faites, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, puis qu'est-ce qui est vraiment bon, on va le prendre, puis on va l'amener au Québec, puis en Ontario, puis en Alberta. » Fait qu'ils n'ont jamais nécessairement agi. Ça leur a permis de prendre ce qui était le dépanneur qu'on connaissait au Québec, mettons, puis d'y greffer certains trucs qui étaient faits ailleurs que tu ne voyais pas dans d'autres chaînes de dépanneurs. Fait que souvent, c'est des trucs pour service client. Des fois, c'est des trucs pour juste augmenter les marges. Fait qu'ils ont été capables de changer un petit peu l'image du dépanneur qui était un petit peu plate qu'on avait auparavant. Là. Mais là, Alain Bouchard développe avec Provisoire, développe ses affaires. Puis arrive en bourse avec Couche-Tard. Mais c'est à quel moment que Couche-Tard, ça devient... Parce que on dirait que quand j'étais jeune, je me souviens pas d'avoir vu des Couche-Tard. Dans mon village, il n'y en avait pas de Couche-Tard. Il n'y en a toujours pas, d'ailleurs. C'est un petit dépanneur sans nom. Là. Mais tu sais, mettons, autour, t'en vois, ça pousse partout. Puis à côté de chez nous, c'est un Couche-Tard. Ouais. C'est quoi le chemin pour partir de « Hey, il y a une coupe de dépanneurs, justement, on en ouvre 500, puis on devient the shit du dépanneur. » Ben, pas, mettons, quand l'histoire se termine avec Provisoire, parce que lui, il veut nous nourrir 500, puis eux autres sont comme un, peut-être. Pas en même place. Non, c'est ça. Lui, l'histoire se termine avec Provigo. Puis lui, il y avait, je pense, 2 ou 3 établissements qui étaient à lui. Fait que lui, il partait de ça. Il y avait des commerces qui étaient à lui, qui fonctionnaient quand même bien. Puis lui, il a compris une chose, puis on parlait de risque, ça en est un gros risque d'affaires, là. Mais il a compris que, tu sais, quand il ouvrait des provisoires, là, c'était un à la fois. Puis, OK, on va s'en aller à telle place, puis tel coin de rue. OK, il y a combien de chars qui passent? Puis c'était avant que tu aies vraiment des données faciles sur Google, tu es à la fin des années 70. Combien de chars passent? C'est quoi le monde? OK, c'est quoi les autres commerces autour? Puis c'est long avant de mettre sur pied un commerce, puis ça va prendre des mois et des années. Lui, il a compris que, OK, l'argent, si je veux vraiment devenir big puis à la hauteur de mes ambitions, ça passe pas par les ouvrir un par un, ça passe par les acquisitions. Fait que Couche-Tard, là, depuis des décennies, on en parle comme étant la compagnie qui fait des acquisitions. Mais ça a commencé vraiment au début. Parce qu'Alain Bouchard savait que si je veux, oui, il y a un risque, mais c'est bien plus facile pour moi d'en acheter 11 que d'en ouvrir 11. Parce que partir quelque chose, tu sais, si tu achètes des dépanneurs, souvent, ça va être des dépanneurs qui, s'ils sont à vendre, c'est probablement qu'il y a un problème avec, ou peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait profitables. Puis lui, il disait, ils ne sont pas parfaits, mais c'est plus facile de faire du fine-tuning dans quelque chose qui existe déjà que de le starter vraiment from scratch. Puis il se disait, si je n'achète 11, puis qu'il y en a 2 dans la gang qui vraiment sont contaminés puis qu'il n'y a rien à faire avec ça, il m'en restera 9, puis c'est quand même mieux, je suis capable de partir avec ça. Fait que dès le départ, là, il s'est mis à faire des acquisitions. Puis une des chaînes qu'il a acquis, c'est une chaîne de la région de Québec. Puis justement, quand on parle de son ego, il n'y a pas un gros ego, là. Une des chaînes qu'il a acquises, c'est les Couche-Tard. Couche-Tard, c'est pas lui qui a pensé à ça. Là. C'est pas son nom initial. Ça vient pas de lui, ça. Ça vient pas de lui pantoute. Il y avait une chaîne de dépanneurs à Québec, principalement, qui s'appelait Couche-Tard, qui était nommée après...
trop jeune pour ça. Peut-être que nos parents, ils sauraient c'est quoi, ou nos grands-parents. À Radio-Canada, dans les années 60, il y avait une émission qui s'appelait Les Couche-Tard. C'était genre un talk show. Et ça, c'est drôle parce que oui, je me souviens de la référence. Puis là, écoute, là, ça c'est ma génération à moi. Il y avait eu une émission qui s'appelait Les Couche-Tôt. Ah ouais? Puis c'était des kids qui animaient, genre. Puis c'était comme une référence aux couche-tard. Fait que, tu sais, dans la culture populaire, les couche-tard, c'était. Tu sais, puis mes parents m'avaient expliqué si ça venait de où. Mais j'avoue que couche-tard, c'était un bon nom de dépanneur, là, on va se le dire. Entre ça puis provisoire, tu sais, rien contre les provisoires, mais tu sais, couche-tard. C'est parfait, c'est pas fermé jamais. Ben oui, c'est exactement ça. Puis justement, quand Alain Bouchard l'a acheté, ça s'est pas fait de façon imminente, là, mais quand justement, ils ont décidé d'avoir un branding unique pour l'ensemble de la marque, ben, ils ont dit, hey, on a acheté ça, le branding est incroyable. Fait qu'ils sont partis de là. Fait que Couche-Tard, techniquement, c'est pas lui qui a pensé à ça pantoute. C'est vraiment, il a acheté la chaîne, puis après ça, tout y appartenait. Fait qu'il a pris le nom, puis il l'a appliqué à d'autres de ses succursales. Là. Mais, tu sais, mettons, le dépanneur en général dans la vie, là, le concept de dépanneur, il me semble que quand j'étais jeune, ma grand-mère travaillait au dépanneur, puis c'était une business locale. C'était une business très, très, très locale, puis c'était aussi des particuliers, mettons, qui allaient avoir un dépanneur, puis c'était ça leur business. Puis pendant plusieurs années aussi, c'était des gens d'origine asiatique qui ont ouvert plein de dépanneurs ou sont devenus les propriétaires de plusieurs dépanneurs. Il y a eu une grosse immigration vietnamienne pendant un temps, puis c'était que ça dans les dépanneurs un petit peu partout. Mais ça, c'était vraiment des entreprises. Puis, je ferai un petit aparté là-dessus, mais j'avais eu une bonne discussion avec le monsieur qui tenait le dépanneur pas loin de chez nous quand j'habitais à Montréal. Puis lui, dans le fond, il travaillait 7 jours sur 7, constamment dans son dépanneur, pour envoyer ses enfants à l'école privée. Parce que lui, c'était comme s'il disait, moi, m'a skippé ma génération, là, je vais sacrifier, puis je vais donner ça à mes enfants. Fait que j'avais trouvé ça vraiment super inspirant, mais j'étais comme, pourquoi les dépanneurs? Tu sais, pourquoi ça? Puis je pense que c'est une business qui est quand même facile d'embarquer dedans, mais d'en avoir 50 ou en avoir un, tu as une gestion qui est solidement différente. Là. C'est une gestion qui est solidement différente, mais c'est un peu ça le pari que Couche-Tard a fait à long terme, puis plus tu grossis, plus c'est facile. Tu sais, prends l'exemple justement du DEP chinois, du DEP vietnamien, que tu sais, c'est un monsieur, son DEP, c'est sa vie. Puis lui, c'est pas lui, Lay's. Fait que s'il veut des Lay's dans son dépanneur, il faut qu'il fasse appel à un fournisseur. Puis lui, il n'a aucun pouvoir de négociation, là, parce qu'il est tout seul. Là. Fait que si tu veux les Lay's, voici le prix pour les Lay's, puis arrange-toi avec ça. Si t'es Couche-Tard, puis on s'est rendu à pas loin de 20 000 dépanneurs à travers le monde. Ici, au Québec, c'est Couche-Tard, mais ailleurs, c'est Circle K. Là. Ils ont comme uniformisé la marque. Là. Fait qu'à chaque fois que tu traverses la frontière, c'est des Circle K, autant en Ontario qu'aux États-Unis ou partout. Mais si tu arrives et tu dis, hey, moi, j'ai 20 000 dépanneurs, j'ai 6 millions de personnes à chaque jour qui mettent les pieds dans mon commerce, bien là, tu vas avoir le même fournisseur puis tu dis, hey, là, tu vas me baisser le prix. Ouais. Puis même chose, un dépanneur, c'est petit. Fait que tu pourrais voir ça comme un désavantage. Mais Alain Bouchard, lui, dans son pitch, c'était j'ai un nombre de pieds carrés très limité. Il y a 15 marques de chips, puis moi, je peux juste en avoir 5. Fait que si tu veux être dans mon dépanneur, ben moi, je veux pas que ce soit Doritos, je m'en fous. Là. Moi, je vais avoir 5 marques de chips. Fait que fais-moi un prix qui est attrayant. Fait que ce que ça permet de faire, ça, puis c'est pour ça que le dépanneur, qui était historiquement vu comme pas profitable pantoute, puis pas rentable, ben Alain Bouchard, Couche-Tard, était capable d'avoir les mêmes produits qu'ailleurs, les acheter un petit peu moins cher aux fournisseurs. Fait que ça augmentait leur marge. Fait qu'un dépanneur qui est tout seul de son bord, lui, va avoir des marges minimes, voire pas de marge pantoute. Il va opérer à perte. Puis Couche-Tard, avec leur volume, ben, ils ont été capables de mettre de la pression sur les fournisseurs. Début des années 2000, ils se sont mis à être leur propre distributeur aussi sur un paquet de produits. Puis ils se sont même mis, ça a l'air niaiseux, là, parce que tu penses à ça, puis c'est pas un move d'affaires, mais c'en est un, là. Tu sais, la slush. Ouais. Ils font leur slush. Fait que, tu sais, à la place de. La slush poppy, comme dans le temps. Ça. À la place de la slush poppy, ben, ils ont fait leur propre produit avec un branding. Les marges sont passées de, je sais pas moi, 5-6% sur la slush à 60%. Puis ils se sont dit, OK, on peut le faire sur les chips, on peut le faire sur la boisson gazeuse, on peut le faire sur le chocolat, on peut le faire sur un paquet d'affaires. Fait que ça, c'est le genre d'affaires que tu peux pas faire si t'as 2 DEP à Laval. Mais si tu en as 20 000, tu peux le faire, tu deviens plus attrayant pour les investisseurs, tu deviens plus rentable, puis la business du dépanneur qui, en surface, a l'air super plate puis pas tout à fait profitable, le devient. Mais là, tu parles de profit, puis on reviendra à l'historique, mais je regarde un dépanneur, justement, puis moi, je me suis fait dire que avec le gaz, ils font pas une scène. Ouais. Puis je sais pas.
je ne sais pas à quel point c'est vrai, ils doivent en faire quand même un petit peu, mais c'est sûr qu'il y a une grosse partie qui part en taxes, puis il faut que tu payes le gaz, puis tout ça. Mais on m'a dit, une fois que le défi commence quand tu as mis les pieds dans le dépanneur, c'est-à-dire là, on veut te vendre tout ce que tu peux avoir, mais ils font. Avec quoi qu'ils font leur argent, les dépanneurs? Mettons, là, parce que c'est vrai que le pied carré, c'est pas beaucoup. Oui, ils vendent de la bière, ils vendent des chips, ça, puis oui, c'est un petit peu plus cher qu'à l'épicerie, mais c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui a dit comment ça peut devenir profitable de même pour générer une business à 6 milliards? Ouais. Alain Bouchard le dit, là, puis il fait pas beaucoup d'entrevues, mais quand il en fait, il dit à ses employés, puis il dit on est dans une business de sous. Dans le sens où l'essence, ils font pas grand-chose là-dessus. Si c'est moi qui fais le plein, mais si c'est moi puis 3 millions de personnes qui font le plein, même principe que Dollarama. Là. Tu sais, pourquoi Dollarama est capable de me vendre une barre de chocolat de 33 cents? Tu sais, les Klondike, là, c'était écœurant. 33 cents. Parce qu'ils ont 2 cents de marge, mais je ne suis pas le seul à en acheter. Il y en a plein qui en achètent. Fait que c'est vraiment une question de volume. Tu sais, ils sont capables avec leur volume. Tu peux te planter avant d'arriver à ce point-là, là. Parce qu'avant d'arriver au volume où ils sont présentement, tu prends un niveau puis une quantité de risque inestimable, là, que la chaîne aurait pu débarquer à un paquet d'étapes dans le processus. Mais c'est vraiment ça, c'est une business de sous. Fait qu'il n'y a aucun produit magique sur lequel leur marge est incroyablement élevée. Les produits maison qui fabriquent eux-mêmes, ben là, ils ont le plein contrôle. Fait que les marges sont plus grosses là-dessus, mais c'est pas comme s'ils vendent un sac de chips et ils s'achètent un chalet. Là. C'est quand même, ça reste du volume. Puis, tu vois, Couche-Tard, ce qu'ils ont commencé à faire, au tournant, mettons, 2010, là, où Couche-Tard est vraiment explosé là, mondialement, là, ils se sont mis à signer des deals, mettons, avec Show Canada, ils ont fait des deals avec Banque Manuvie pour rentrer des guichets dans le Couche-Tard. Oui. Fait que on parlait de, OK, j'ai un espace limité, fait que tu vas voir le monde, hey, si vous voulez un guichet dans mon espace limité, faites-nous un pitch. Fait que Couche-Tard avait assez de dépanneurs pour que toutes les banques veuillent avoir des guichets là-dedans. Fait que là, Manuvie ont été capables de rentrer. Fait que ça, c'est t'as pas de coût à ça, là, c'est juste de l'argent qui rentre. Là. Fait que ça, c'est une manière par laquelle ils ont été capables de faire du profit. Le chiffre d'affaires, là, ça dépend tout le temps, ça change toujours, là, mais il est à 74 milliards de dollars canadiens. Ah, c'est ça, le 6 milliards, c'est la fortune, mettons, la valeur personnelle d'Alain Bouchard. Oui, Alain Bouchard, là, lui, il vaut 6,9 milliards. Fait que ça, c'est vraiment ses actions de Couche-Tard, ça vaut ça, à peu près. Couche-Tard, ils font 74 milliards de chiffre d'affaires à chaque année. Puis ils augmentent toujours. Du moins, c'est ça qu'on espère. Puis historiquement, ça a toujours été ça. Puis le profit, tu vois, il est à peu près à 3 milliards. Fait que, tu sais, la marge, tu s'entends, 3 milliards, c'est mieux qu'une claque d'en face. Mais la marge, 3 milliards de profit sur 74 milliards de chiffre d'affaires, n'est pas gigantesque. Là. Fait que c'est pour ça que ça te prend du volume. Tu sais, chiffre d'affaires, bien basique. Là. On est avec Alex Leblond, conseiller financier. On jase de l'espèce de montée de Couche-Tard. Mais là, il y a quand même des affaires basiques dans la vie où chiffre d'affaires, quand on dit chiffre d'affaires dans la vie, c'est combien d'argent rentre? Ouais. Chiffre d'affaires, là, c'est, mettons, moi, je suis le commis au DEP. Là. Mm-hmm. Le monde dans la journée s'achète de l'essence, s'achète des chips, s'achète un paquet d'affaires. Il y a 1000 piastres qui est rentré. Tu sais, le monde, ils ont payé avec leur carte. Là, il y a 1000 piastres qui est rentré dans le shop. Ça, c'est mon chiffre d'affaires. Par contre, moi, le stock qu'ils ont acheté, je l'ai acheté moi aussi. Là. L'essence, il a fallu que je l'achète. Les chips, il a fallu que je l'achète. Fait que ça m'a peut-être coûté 900 piastres. Fait que, tu sais, j'ai fait, je le simplifie, là, j'ai fait 1000 piastres. Toute ma marchandise, mon staff, mon local, ça m'a coûté 900. Il me reste 100 piastres. Ça, c'est mon profit. Fait que quand on parle de chiffre d'affaires, c'est pas ce qui reste dans les poches. Puis ça aide à comprendre, je pense, la business de sous. Là, parce que s'il faut que tu vendes pour 74 milliards pour qu'il te reste 3 milliards, c'est immense à quel point il faut que tu vendes des chips, puis de la liqueur, de la bière, puis tout ça. C'est fou à quel point c'est beaucoup pour... Là, je vais dire peu, là. Ouais, non, mais en pourcentage, c'est peu. Oui, non, c'est ça, exact. C'est quand même fou de voir que ça prend autant. Puis, bien évidemment, Couche-Tard, puis là, cet épisode-là n'est pas une pub de Couche-Tard. Il y a plein d'autres dépanneurs qui sont bien corrects, qui sont bien le fun. C'est juste que... Ouais, c'est ça, c'est juste que la progression, dans ma tête, a comme pas de sens, de devenir ce gigantesque joueur-là. Puis, comment on peut passer de, oui, on fait des petites acquisitions, puis on continue l'historique, mais à côté et même vouloir racheter des géants, parce que là, 7-Eleven, dans ma tête, c'est juste parce que je l'avais vu dans des films, puis tout ça, fait que tu sais, c'est comme la référence de dépanneur qui n'est pas au Québec, maintenant. C'est le plus gros, il n'y a personne qui s'en approche. Mais
à travers les acquisitions qu'ils ont faites, ils ont acheté des grosses affaires. Là. J'imagine ils ont acheté des références dans d'autres pays. Ouais. Puis, tu sais, dans les premières acquisitions, là, c'était Alain Bouchard, Jacques Damour, son partner, que c'était vraiment... c'était de l'huile de bras, là. Surtout à cette époque-là. Tu sais, c'était pas des business qui étaient à vendre nécessairement. Fait qu'Alain Bouchard se levait le matin, il allait dans les tabagies, il allait parler aux propriétaires. Ah, telle affaire, t'es-tu à vendre? Puis là, s'il réussissait à négocier un deal, il l'achetait, il n'y avait pas l'argent. Fait que c'était Alain Bouchard qui refaisait les étagères. Puis tu sais, au début, c'était vraiment ça, un par un. À un moment donné, ils ont été capables d'acheter les Couche-Tard, justement. Fait que ça, c'était une plus grosse bouchée. Puis tu sais, dans les années 80, là, tu sais, peut-être début des années 80, fait que dans les premières années, là, eux autres, leur banquier, c'était BMO. Puis tu sais, c'est tellement des acquisitions, là. C'est de la dette. Là. Fait que tu te finances avec de la dette. Fait que l'argent, tu ne l'as pas. Tu vas avoir une banque, tu dis prête-moi X, puis tu vas leur donner avec intérêt. T'sais. BMO les appelle. Puis quand on dit la chaîne aurait pu débarquer un paquet de fois, dans les premières années, là, essentiellement, ils ont failli mourir. Là. BMO appelle Alain Bouchard, puis il dit Alain, ben cute tes affaires, là, mais tu es en faillite technique. C'est à quoi il a répondu ben non, mes chiffres font du sens, puis tout ça. Puis là, il y avait une discorde entre la banque et Alain Bouchard parce que lui disait hey, mon achalandage, là, le fait que dans un quartier, le monde vient, le DEP à côté de chez nous, on est des clients récurrents. Tu vas toujours au DEP à côté de chez vous. Oui. Puis, il dit ça a une valeur. Fait que dans ses livres, dans ses états financiers, il accordait une valeur à ça. Ce à quoi BMO disait ben, ça vaut rien parce que si jamais on liquide ton dépanneur, ben, si jamais on vend tes actifs, ben, on peut pas vendre ta clientèle. Là. C'est des êtres humains. Là. C'est pas comme pas en 1612. Là. Fait que BMO disait ça vaut rien. Fait que là, ils ont eu des gros problèmes de financement. Ils se sont lancés en bourse en 1986. Fait que souvent, une lancée en bourse, ça a l'air sexy, mais tu fais ça quand tu as besoin d'argent. Tu veux que les gens investissent de l'argent dans ton entreprise. Puis il y avait un programme du gouvernement à l'époque là, le gouvernement voulait encourager le monde à investir dans des entreprises locales, ce que Couche-Tard était. Fait qu'il y avait un avantage fiscal à le faire. Fait qu'ils se sont lancés en bourse, ils ont été capables de financer un petit peu d'acquisitions comme ça. Ils ont fait 2,5 millions. Il y a 2,5 millions qui est rentré dans les coffres, fait qu'ils ont pu acquérir un petit peu comme ça. Mais là où vraiment, ils ont pris leur première grosse bouchée. Là. C'est en 87 avec Métro. Je te disais tantôt, les épiceries et les dépanneurs étaient très proches là, à ce moment-là. Là. Métro, il y avait une chaîne des dépanneurs qui est les dépanneurs 7 jours, qui existe encore aujourd'hui. Oui. Couche-Tard n'a pas changé de nom. Puis Métro sont allés voir Couche-Tard, puis ils étaient comme, regarde, nous autres, ça ne tente plus d'être un dépanneur. Puis Couche-Tard disait, bon, ben parfait, vous avez 75 dépanneurs, on va les acheter. Mais là, il n'y avait pas nécessairement le montage financier. Là. Il n'y avait pas l'argent pour faire ça. Puis le deal qu'ils ont fait, c'est Métro, on dit, ben regarde, je te chargerai rien, mais on va ramasser 17 % de ta compagnie. Fait que je te charge rien, mais on ramasse 17 % de l'actionnariat. Puis ce qui est drôle, c'est que le thinking que Métro avait derrière, c'était, on pense pas vraiment que l'action de Couche-Tard va monter tant que ça, parce que on revient à notre point, c'est rien qu'un maudit dépanneur. C'est rien qu'un dépanneur vend des chips. Là. Ouais. Mais eux autres, ils se disaient, ben regarde, ils ont l'air à monter pas mal, fait qu'on va devenir leur distributeur, puis on va faire de l'argent comme ça. Puis finalement, cet investissement-là, que Métro pensait que, regarde, on va perdre du cash un peu avec ça, mais on va devenir le distributeur, c'est devenu, dans toute l'histoire des Métro, leur investissement le plus payant. Parce que l'action de Couche-Tard, au début, valait pas grand-chose. Puis là, aujourd'hui, il vaut vraiment beaucoup. Peut-être que, Métro a acheté Jean Coutu en 2011. Là, fait que peut-être que Jean Coutu est devenu le meilleur investissement. Il faudrait le comparer. Là, mais ce qui était même pas voulu comme un investissement de la part de Métro est devenu leur plus gros home run ever. Parce qu'ils ont ramassé 17 % de Couche-Tard à ce moment-là. Ça, mettons, Métro qui ramasse 17 % de Couche-Tard, ils ont-tu encore ça aujourd'hui? Ils ont-tu revendu? Non, je sais pas c'est quoi leur pourcentage de Couche-Tard en date d'aujourd'hui, là, mais quand tu atteins un certain niveau, là, une compagnie en bourse, tu as des fonds d'investissement qui vont acheter des actions, tu as des caisses de retraite. Fait que dans l'actionnariat principal, tu as encore les 4 fondateurs. Alain Bouchard est là, Jacques Damour, Réal. Les 4 sont encore là à un certain pourcentage. Tu as Fidelity, mettons, qui est une compagnie d'investissement qui sont là, Vanguard sont là. Métro ne sont pas dans les principaux. Vraiment qu'il en reste un petit peu. Là, c'est toujours dur d'aller chercher l'actionnariat exact. Là. Mais pour te donner un exemple, là, mettons que toi puis moi, en 86,
on était l'année de l'entrée en bourse de Couche-Tard. Mettons qu'on était chum avec Alain Bouchard, puis il nous avait dit, hey, les boys, prenez 1000 piastres. Allez, let's go. Puis let's go, gars, on rentre en Alain, bourse. là, m'a donné 1000 piastres pour les actions de Couche-Tard. Sacrée patience après. Là. Fait que, tu sais, si on avait mis 1000 piastres à 86, là, quand Couche-Tard est entré en bourse, puis qu'on n'avait juste jamais rien fait avec cet argent-là, puis qu'on ouvrait notre compte aujourd'hui, ce 1000 piastres-là vaudrait 3,6 millions de dollars canadiens. On n'aurait jamais rajouté une pièce, on a juste demeuré investi, on a réinvesti les dividendes, puis on a touché à rien. T'sais. Moi, j'envoie une salutation aux gens qui ont eu des actions de Couche-Tard dès le début, puis qu'à un moment donné, ils ont fait « Hey, ça a profité, ça, moi, les ventes. » Ça, c'est le classique. Mais c'est ça. Puis, en fait, là, c'est parce que tu as parlé d'acquisition, puis ça, puis moi, ici, je ne sais pas comment ça fonctionne, les banques. Je sais que les banques ne gèrent pas les entreprises comme ils gèrent les particuliers. Mais moi, si je vais voir ma banque pour qu'ils me passent de l'argent, ils veulent des garanties, ils veulent un cash down, ils veulent des affaires de même. Mais quand tu es entrepreneur, c'est le concept de refinancer de la dette tout le temps. C'est quoi? Il faut qu'il soit convaincant? Il faut qu'il y ait un potentiel. Comment ils font pour convaincre une banque? On dirait que dans ma tête, c'est comme, hey, tu dois de l'argent, puis tu me dis que tu vas faire plus d'argent, mais tu sais, comment tu peux convaincre une banque de te passer de l'argent de même? Ben, au début, c'est extrêmement difficile. Dans les premières acquisitions, tout était, tu sais, quand on parle de risque, là, tout était cautionné personnellement par les fondateurs. Fait qu'essentiellement, si la chaîne débarquait, la banque a ramassé les maisons, a ramassé il aurait pu vivre ce que son père a vécu, dans le fond. 100%. Okay. Puis même que, tu sais, en 91, fait quelques années, tu sais, ils ont passé à travers les années 80. En 91, ils ont encore eu des troubles avec BMO. Ça, c'est drôle. Tu sais, quand on parle de pouvoir des négociations, tu sais, c'est des dépanneurs. Là, à ce moment-là, Circle K, Circle K, ça a été acquis par Couche-Tard. C'est pas eux autres qui ont pensé au nom encore là, mais Circle K puis 7-Eleven en 91 aux États-Unis sont à l'abri de leurs créanciers, là, sont quasiment en faillite. Le modèle d'affaires des dépanneurs ne fonctionne pas selon les banques. Fait que le BMO dit à Couche-Tard, regarde, tu nous dois un paquet d'argent parce qu'on a financé tes acquisitions. Nous autres, on pense que ton modèle d'affaires n'est pas viable. On voit Circle K, 7-Eleven aux States que ça ne fonctionne pas pantoute. Fait qu'on va faire une étude sur la viabilité de ton modèle d'affaires. Cette étude-là, c'est toi qui vas payer. Puis, on ne va pas te divulguer les résultats. Oh, okay. C'est quand t'as pas de marge de manœuvre, là. Quand c'est pas toi qui as le gros bout du bâton. Là. Fait que finalement, Alain Bouchard, fin négociateur, il a été capable d'avoir, je pense qu'ils ont dû la payer quand même, mais il a été capable d'avoir les résultats. Puis tu vois, ça a aidé un petit peu parce que l'étude indépendante qui a été faite finissait en disant, s'il y a une seule entreprise en Amérique du Nord qui est capable de survivre dans ce domaine-là qui est les dépanneurs, c'est Couche-Tard. L'analyse disait c'est les seuls qui sont capables de le faire parce que leur culture d'entreprise, leur modèle d'affaires, leur efficience, les coûts chez Couche-Tard, là, Alain Bouchard, quand il s'en allait voyager des acquisitions, c'était pas dans un jet, c'était pas en première classe, c'était classe économie, comme tout le monde. Les chambres d'hôtel, c'était les pires chambres d'hôtel. Ils ont toujours été très, très, très conscients de leurs coûts Couche-Tard. Fait qu'ils ont été capables de débloquer les marges. Fait que l'analyse qui a été faite un peu en panique par BMO, a donné confiance à Couche-Tard. Finalement, BMO a quand même coupé les liens parce que les autres se disaient, regarde, on ne croit pas à ça. Fait que là, il n'y avait plus de banquiers. Fait que, quand on parle de la chaîne peut débarquer, ça a failli tomber là. Puis ils sont réfugiés chez les banques nationales. Fait que là, ils ont été capables d'avoir un partner chez les banques nationales. Mais pour ta question, mettons, quand tu fais une grosse acquisition, le montage financier, c'est extrêmement complexe. Des fois, Couche-Tard, ils en ont fait des acquisitions que ça prenait, mettons, Banque nationale, la Caisse de dépôt du Québec était là-dedans, HSBC, Crédit agricole en France. On va chercher plein de partenaires pour monter ça. Puis, eux autres, la banque, ultimement, des fois, elle va prendre des risques, mais la majorité du temps, elle va toujours prendre un risque avec des grosses garanties. Fait que, oui, il y a un risque, mais la banque, c'est pas ton ami en tant que particulier, puis c'est pas nécessairement ton ami en tant qu'entrepreneur. C'est un outil. C'est un outil. Fait que toi, tu fais le bet que tu es capable de faire plus d'argent que ce que tu vas redonner à la banque. Puis la banque a fait le bet que tu vas être capable de le rembourser, mais que si jamais ça n'arrive pas, eux autres, ils ont assez de garanties là-dedans pour que, OK, on va peut-être perdre de l'argent, mais on ne perdra pas tout notre argent. Fait que là, tu as un entrepreneur qui s'appelle Alain Bouchard. Il y a des partenaires, là, puis c'est pas juste lui, mais quand même, qui réussit à passer à travers les années 80 où on pense que tous les dépanneurs vont mourir, qui réussit à passer à travers, aller au public, justement, puis se faire une financière en bourse, coupe les liens avec BMO,
réussi quand même à se trouver un autre partenaire financier. Les années 90... Moi, c'est les années 90, c'est les années où j'ai fréquenté le plus les dépanneurs, je pense, quand j'étais jeune, puis tout ça. Puis on dirait qu'il y a comme de quoi, puis je sais pas si c'est québécois. Tu sais, je comprends qu'il y en a partout, là, des convenience stores, puis tu sais, à New York, il y a des bodegas, genre, tu sais, c'est ce genre de business-là, mais il y a de quoi au Québec avec le dépanneur qui est comme, c'est la place que tu vas chercher ta bière, même s'il y en a à l'épicerie, puis tout ça. Fait que je sais pas si l'amour québécois du dépanneur a aidé cette compagnie-là à survivre. Ben, 100%. Il y a des le Québec, puis probablement que c'est à cause de Couche-Tard, mais c'est l'endroit sur le monde où je savais pas que la statistique dépanneur par habitant existait. Là. Ah. Mais elle existe. C'est l'endroit au monde où on a le plus de dépanneurs par habitant. On a un DEP. Si on cherchait des fiertés, là. Voilà. That's it. Ben, tu sais, mettons, ne serait-ce que tu vas en Ontario puis tu t'achètes de la bière, il n'y a pas de bière au dépanneur. Ils ont des beer stores. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour nous, ça, la possibilité de pouvoir. Puis je sais pas c'est quoi le pourcentage de ce qui est vendu au dépanneur qui est de la bière. Je sais que le monde boit moins qu'avant, mais tu sais, moi, dans ma tête, ça a toujours été l'association. Tu sais, tu vas te chercher une bière des chips. Là. Ouais, ben 100%. C'est ça. Puis tu vas gazer en même temps, mettons. Là. Ben, les années 90 pour Couche-Tard sont comme divisées en deux. De la première moitié des années 90 qui était toujours difficile, jusqu'en 94 où, puis là, c'est bon pour Couche-Tard, peut-être moins pour la société, mais eux autres, tu sais, il y avait beaucoup de taxes sur les cigarettes. Puis ces taxes-là sont revenues plus tard, mais il y avait énormément de taxes, ce qui a fait en sorte que, justement, dépanneur dans ces années-là, la cigarette, c'est comme un pas pire générateur de revenus. Là. Tout était commandité par... en fait, c'est fou à quel point il y a tellement d'événements qui étaient commandités par des cigarettes. Les feux d'artifice, les feux Benson & Hedges. Jacques Villeneuve a gagné le championnat du monde avec un gros logo de Rothmans dessus. Fait que c'est fou à quel point la cigarette était partout. Là. Fait que c'est sûr que les DEP, c'était aussi là. Là, je dis bière puis chip parce que moi, c'est ma génération, mais c'est bière, cigarette. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, eux autres, il y avait beaucoup de taxes sur les cigarettes parce que le gouvernement voulait désencourager la cigarette, ce qui est correct. Fait que ça a fait en sorte qu'il y avait beaucoup de cigarettes de contrebande. Puis les dépanneurs étaient contre ça. Fait qu'il y a eu l'association des dépanneurs. Puis ils ont fait des pressions. Puis ils ont été capables de faire diminuer les taxes sur les cigarettes de façon temporaire, ce qui a fait en sorte qu'en 1994, le nombre de clients par succursale a augmenté de 6 à 800 par semaine. Juste parce que les gens qui achetaient des cigarettes de contrebande sont mis à en racheter dans les dépanneurs. Fait qu'est-ce que c'est bon d'un niveau sociétal? Je sais pas, mais si tu as des actions de Couche-Tard, c'était cœur. Hey, salutations à mes tantes qui fumaient des Du-Maurier. Vous avez sauvé Couche-Tard. Ah oui. Bravo. Ben, le pire, on le fait vite, puis c'est pas un lien nécessairement direct, mais la deuxième, ça a permis de remettre de l'argent dans les coffres un petit peu. Puis la deuxième partie des années 90, c'est là que Couche-Tard est devenu dépanneur du Québec, puis qu'on s'est mis vraiment à spending spree, là, dans le sens où on s'est mis à acheter. En 94, ils ont acheté Perrette. Fait que là où Alain Bouchard a fait ses débuts, eux autres, ils étaient dans une situation vraiment difficile au niveau financier. Couche-Tard avait acquis la réputation de « on arrive chez vous, on prend ce qui est bon, on fait le ménage, puis on redresse ça un petit peu ». Ils ont fait leur première acquisition en dehors du Québec. C'est Silcorp en Ontario, un petit peu dans les provinces de l'Ouest. Ce qui était un enjeu parce que on revient du début. Alain Bouchard, Chicoutimi, pauvreté, ça rime pas avec bilinguisme. Là. Fait que les 4 fondateurs, ils parlaient pas anglais. Fait qu'il a fallu que ça a été... Couche-Tard, c'était pas... Fait qu'Alain Bouchard, il s'est bien rendu compte que, regarde, moi, je suis en train de me dire dans ma tête depuis 15 ans, je veux donner la plus grosse chaîne de dépanneurs au Québec, mais au monde, mais je parle pas anglais. Fait qu'à 40 quelques années, il s'est mis à prendre des cours d'anglais. Il n'est pas devenu bon instantanément, là, mais il s'est mis à prendre des cours d'anglais. Il a été capable de baragouiner assez pour que puisse faire des acquisitions, faire des deals. Il a même déménagé à Toronto pendant 2 ans pour justement s'assurer que cette acquisition-là se passait bien. Puis ça nous amène au début des années 2000. Fait que, tu sais, la deuxième moitié des années 90, c'est la première fois où Couche-Tard est vraiment devenu
quelque chose en dehors du Québec. On dirait que ça me fait rire d'imaginer un Alain Bouchard qui parle à peine anglais aller dealer des millions puis des milliards, peut-être. Là, je ne sais pas c'était combien. Ben, il y a une biographie qui a été écrite par Guy Gendron. Puis justement, il y a des gens qui sont interviewés là-dedans. Mettons des gens avec qui il a fait affaire dans ces années-là. Puis il disait, regarde, on ne comprenait rien. Là. Il était smart, là, mais on ne comprenait absolument rien. Là. Le Québécois sympathique on ne comprend pas, mais il a l'air crinqué. Là. Ouais, mais ça a été un avantage, ça, parce que c'est le monde d'acquisition en entreprise, c'est un monde de requins, le monde de la finance. Puis, fait que quand tu arrives que tu parles pas tant la langue, tu viens d'une place, tu viens d'une région, puis Canada a une bonne réputation aussi, ça a été un inconvénient sur certains aspects, mais là-dessus, ça a été un avantage. Il avait l'air plus sympathique, plus terre-à-terre que le financier de New York qui arrive avec ses gros habits. Puis, fait que ça les a aidés un peu. Puis ça vient aussi avec la réputation, mettons, je ne sais même pas à la limite des affaires si on a une réputation internationale, les Québécois, parce qu'on n'est pas nécessairement associé, je pense, au monde de la haute finance, même s'il y a des gros succès. Mais je pense dans les films, quand tu vois des hommes d'affaires japonais, là, même s'ils ne parlent pas super bien en anglais, il y a comme une espèce de décorum puis leur façon d'être. Alors que tu prends un Québécois qui parle en anglais, c'est sûr, instantanément, tu ne te méfies pas de ce gars-là. Ben non. Parce que tu te dis, mettons, honnêtement, les anglophones, peut-être qu'ils sous-estimaient Georges Saint-Pierre à cause de ça. Quand il disait « I'm not impressed by your performance », ça se peut que les adversaires faisaient comme « Ah, il n'est pas si tough que ça. » Mais il faut se méfier. Il faut se méfier du Québécois qui parle mal en anglais. Ça se peut que ce soit lui le requin, finalement. Ben oui. Puis c'est drôle parce que justement, au début des années 2000, 2001, 2002, Couche-Tard décide qu'il s'en va aux États-Unis. Fait que c'est là qu'ils ont acheté Circle K, entre autres. Puis dans le livre, il y a un passage où ça parle justement d'Alain Bouchard qui était dans les bureaux des financiers à New York pour essayer de patenter ça. Puis il se fait demander hey, c'est qui ton banquier? Puis Alain Bouchard est comme Banque nationale, c'est évident. Mm-hmm. Puis le gars, il est comme c'est quoi Banque nationale? C'est quoi cette affaire-là? Là? Fait que lui, il était déjà qui venait du Canada, qui est plus petit. Il était dans une plus petite banque, une banque qui était régionale à cette époque-là. Fait que tu sais, il s'est rapidement mis à jouer dans la cour des grands. Mais ça, c'est fou, là. De 98 à 2003, fait que la période où Couche-Tard vraiment faisait beaucoup d'acquisitions, c'était la compagnie sur la planète qui avait le plus grand pourcentage de croissance. La croissance était 2 fois plus rapide que Starbucks au même moment, puis était à peu près équivalente au pourcentage de croissance d'Amazon. Couche-Tard, là, une compagnie de Laval. C'est ça. Puis tu parles de Starbucks en plus, que c'était le running gag, c'était que il y a un Starbucks qui ouvrait à chaque semaine quelque part aux États-Unis, dans un coin de rue. Ça poussait partout, puis il y en a partout aussi, mais Couche-Tard, il y avait une croissance plus rapide que ça. Vraiment. C'était 2 fois plus que Starbucks. Puis ils se sont plantés sur certains aspects. Là. Souvent, on raconte la ligne du temps a l'air parfaite, là, mais ils sont perdus à un moment donné. Là. Puis c'est toujours le cas quand il y a des acquisitions. Là. À un moment donné, ils ont acheté une chaîne d'ophtalmologistes, je pense, là, juste parce que, je sais pas, ça leur tentait de faire ça. Mais on rit, là, ça n'a pas rapport pantoute, mais il y en a des business, des fois, qui réussissent à varier. Puis... Tu sais, mettons, Leclerc, ça a-tu rapport que tu sois en hôtellerie, tu fais des biscuits, puis tu as de la radio... Je pense que ça fait aucun sens, mais ça marche. C'est ça. T'as comme des fonds familiaux qui viennent du monde des biscuits, mais tu sais, c'est fou parce que là, puis honnêtement, on pourrait faire un épisode sur. Le pire, qu'on aurait des bons témoignages en plus, mais on pourrait faire un épisode sur Leclerc, là, la famille Leclerc, là, des businessmen. Puis tu sais, on va se le dire, là, nous, on travaillait pour. Je prends une petite aparté, mais je veux saluer nos boss. On travaillait ailleurs, nous autres, quand ils ont ouvert le week-end, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'ils connaissent dans la radio? Veux-tu bien me dire ce qu'ils viennent faire là-dedans? Ils vont se planter. On avait prédit que Leclerc allait se planter terrible, et je fais partie des gens qui ont dit qu'il allait se planter et ne connaissaient rien, mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était des hommes d'affaires. Ben oui. Des vrais hommes d'affaires, et qui se sont bien entourés. Puis je pense que c'est peut-être ça aussi qui est la leçon, de savoir où aller, engager des gens qui connaissent bien le milieu, connaissent bien le marché où ils s'en vont, puis après ça, eux autres, nous, on est dans le développement. Ouais. Fait que, des fois, il y a ces associations-là qui n'ont pas l'air de faire du sens tant que ça, mais quand ils sont bien exécutés, ils fonctionnent. Fait que, eux autres, ils ont aussi un paquet d'affaires. Certaines qui ont fonctionné, certaines qui n'ont pas fonctionné. Tu vois, en 2003, c'est Dunkin' Donuts qui est disparu du Québec, là, mais les derniers à avoir tenté de mousser ça, c'est Couche-Tard.
Ils ont acheté au Québec. Ils ont acheté, moi c'est ça, parce qu'ailleurs, ça marche encore. C'est pas à Boston, il y a partout. Là. Au Québec, ça n'existe plus. Puis Couche-Tard avait essayé, il avait racheté Dunkin' Donuts, puis il avait mis de l'argent, puis il s'était dit, regarde, on va faire une alliance avec les dépanneurs. Puis finalement, le moment où ils ont acheté ça, c'était le moment où Tim était en hyper-croissance. Fait que Alain Bouchard le raconte. Là, on ouvrait ou on nippait un Dunkin', puis juste en face, il y avait un Tim qui ouvrait. Tim il y avait 12 millions de budget de pub, je pense, puis Dunkin' était à 2 millions. Fait que s'ils ont essayé ça, il n'y avait pas les moyens pour... Fait que ils ont fait des affaires qui n'ont pas fonctionné aussi, mais c'est là qu'ils se sont comme rendus compte que, OK, notre business, c'est le dépanneur. Ça peut être dépanneur au sens large, mais on n'est pas dans l'ophtalmologie. Là. Puis, tu sais, on a l'impression que c'est un long fleuve tranquille, puis on fait des acquisitions, on devient plus gros. Pas juste ça, des fois, ils se plantent, puis des fois, ça peut être difficile. Puis, tu sais, récemment, là, on est rendu à un point où Couche-Tard veut acheter... J'allais dire Finger Eleven, tu vois que je suis pas en finance, moi je suis en musique. Paralyzer, ouais, 7-Eleven. Là, c'est pas nécessairement... C'est comme une offre hostile qu'ils veulent faire. Là, ils veulent pas nécessairement fusionner. Là. Je sais pas comment Couche-Tard ça a toujours fonctionne. fait ça. Couche-Tard n'attend pas qu'il y ait une pancarte en avant de ta maison. Tu cognes, c'est Alain Bouchard, il est comme, voici un chèque buddy. Là. Ça a toujours été ça. Là. Faut toujours, là, je caricature, mais ils n'ont pas attendu que les choses soient à vendre avant de les acheter. Ça fait depuis 2004 qu'Alain Couche-Tard essaye d'acheter 7-Eleven. Ça fait 20 ans. Oui, ça fait 20 ans qu'il essaye. Faut comprendre que 7-Eleven, c'est une compagnie qui a été fondée au Texas, mais qui maintenant appartient à des intérêts japonais. C'est 7&I Holdings. N'importe qui est allé au Japon ou en Asie sait que c'est religieux là-bas. Là. Les convenience stores, les 7-Eleven, ce genre de trucs-là. Pour eux autres, à la base, le Japon, c'est pas une société qui est particulièrement ouverte. C'est quasiment impossible d'immigrer là-bas. Ils n'ont pas... ils aiment quand ça reste japonais. Il y a une très grosse fierté nationale. 100%. Fait que pour eux, l'idéalement, ça resterait des intérêts japonais. Ils ont critiqué Alain Bouchard de ne pas avoir respecté la culture et les coutumes japonaises. Fait que, tu sais, Couche-Tard a fait des offres officielles, là, chiffrées, de la patente, qui ont été refusées. Rendu là, est-ce que c'est une tactique de négociation? Fort probable. C'est bien rare que tu acceptes la première offre qui t'est faite. Mais le problème qu'a Couche-Tard, mettons qu'il achète 7-Eleven, puis c'est un beau problème, là. C'est mieux d'avoir ce problème-là que l'inverse, c'est que, autant au Canada qu'aux États-Unis qu'en Europe, on n'a pas parlé de l'Europe, mais ils sont très présents en Europe aussi, Norvège, tout ce genre de places-là. Les bureaux de la concurrence, là, ils donnent un genre de pourcentage maximal du marché. C'est pas pareil partout, là, mais souvent, ça tourne aux alentours de 35 %. Fait que si, mettons, Couche-Tard, qui a déjà Circle K aux États-Unis, qui est la deuxième plus grosse chaîne, s'ils achètent la première, ben, ils se ramassent avec, je sais pas quoi, 70 75 % des parts de marché. Fait que les autres ont déjà dit, ben, on va se départir d'une partie de notre business pour remplir les quotas. Fait que, tu sais, est-ce que c'est probable, quand on regarde froidement aujourd'hui, que ce deal-là survienne? Probablement pas, mais c'était pas probable non plus qu'il achète Couche-Tard, qu'il achète Provisoire. Il n'y avait rien de probable. Tu sais, Couche-Tard, c'est une histoire, c'est une séquence infinie d'improbabilités qui se réalisent parce que le gars qui est à la tête de la patente, il croit plus que n'importe qui. Puis, écoute, il va acheter des dépanneurs alors qu'il ne parle pas en anglais aux États-Unis. Moi, je trouve ça fascinant. Puis, y a-t-il une possibilité que Couche-Tard passe à des mains étrangères éventuellement? Parce qu'il y a beaucoup de fleurons québécois qui ont été achetés parce que, évidemment, tu as des grosses business, des Alain Bouchard des États-Unis qui viennent ici et qui font comme, bon, ben, nous autres, on va acheter ta business. C'est pas... Tu sais, Alain Bouchard, c'est une affaire qu'on n'a pas discutée, mais justement, lui, c'est important que les décisions se prennent à Laval. Tu sais, il n'appelle même pas ça un siège social, il appelle ça un centre de service. Il déteste la hiérarchie et tout ce genre de choses-là. Il veut que sa business reste terre à terre. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont atteint un niveau de grosseur où les seuls qui pourraient réellement les acheter, c'est probablement 7-Eleven. C'est ceux qui, eux, veulent acheter. Fait que, tu sais, peut-être que des plus petits intérêts pourraient, mais ils sont assez gros pour qu'ils sont assez protégés de ça. Puis, tu sais, c'est super important pour les 4 fondateurs qui sont toujours vivants, qui sont toujours dans l'entreprise d'une manière ou d'une autre, que ça reste dans des intérêts québécois. Parce que tu as raison, tu sais, ils sont dans 28 pays.
Fait que des occasions de changer la structure, d'aller payer l'impôt corporatif ailleurs où c'est plus attrayant, il y en a eu 1 million des occasions de faire ça depuis 1980. Ils ont toujours payé leur impôt corporatif au Québec, au Canada. C'est toujours resté ça a toujours été listé au Canada. C'est toujours resté dans des mains canadiennes, québécoises. Mais dans ce genre d'affaires-là, tu n'es jamais à l'abri d'une offre hostile. Si jamais il y a justement un 7-Eleven qui dit, souvent ça va se négocier au prix de l'action. Là. Fait que si l'action est à 75$, puis 7-Eleven dit, on va vous lâcher à 90$ l'action, pas de raison valable de ne pas aller vers cette offre-là. Fait que, puis les fondateurs, je simplifie parce que c'est technique, là, mais historiquement, ils ont toujours eu des actions multivotantes. Là. Fait que même s'il y avait moins d'actions qu'avant, ben leur action, une catégorie qui valait plus, fait qu'ils étaient capables de bloquer à peu près n'importe quoi en termes de takeover. C'est plus vrai nécessairement aujourd'hui. Fait que, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est probable? Non, parce que Couche-Tard est parmi le top 5 probablement des plus gros au monde dans ce qu'il fait. Fait que, à moins qu'il y ait un Alain Bouchard argentin, là, vraiment basé, que lui, il prend toujours des plus grosses bouchées. Je sais pas si cette personne-là existe. Puis, veux pas, t'es une compagnie qui est en bourse. Fait que si, je comprends que les fondateurs ont un mot à dire, mais à un moment donné, si c'est dans l'intérêt des actionnaires de dire oui à une transaction, souvent, c'est comme ça que ça peut finir. Mais je trouve ça fascinant. Puis écoute, Alex, c'était super intéressant de faire le tour de cette progression-là. On dirait que ça me rentre pas dans la tête que la compagnie qui a lancé la slush Windshield Washer, à l'époque, la slush bleue, moi, je trouvais ça. La Swamp aussi, ça, c'était la verte. Puis moi, personnellement, je préfère, mettons, la Slush Poppy. Là, j'ai grandi avec la Slush Poppy, mais le branding était tellement fort qu'on s'est tous mis à boire cette slush-là. Oui. Puis les pubs étaient super. C'était sans froid aussi. Ouais, c'est ça, exactement. C'était baveux puis tout ça. Mais tu sais, cette compagnie-là qui... on dirait que le meeting de créativité qui a mené au nom de Slush, ça contribue à avoir une des compagnies les plus grosses au monde dans son domaine. Je trouve ça beau. je trouve ça beau comme processus. Puis c'est super intéressant. C'est un success story de fou. Là. Pour finir, là, quand tu regardes juste, mettons, les 4 actionnaires, là, Alain Bouchard, Jacques Damour, Richard Fortin, Réal Plourde, quand tu prends leurs 4 fortunes, les 4 gars ensemble, là, c'est 13,2 milliards de dollars. Fait que c'est la plus grosse fortune qu'on a au Québec. Là, dépendamment des jours, des fois, Saputo est un petit peu plus haut, là, mais c'est... T'sais, on a le Cirque du Soleil qui a été exporté, mais que c'est... Oui, ça fait bien de l'argent, mais c'est plus de l'or. C'est des gros montants, mais c'est pas des gros montants comme Couche-Tard. Là. On a des artistes, Céline Dion, Simple Plan, Georges Saint-Pierre t'en a parlé. Mais en termes de business, là, le plus gros success story qui est parti de Laval puis qui est à Singapour, à Hong Kong, partout sur la planète, c'est Couche-Tard. C'est vraiment là, notre plus gros success story québécois. Alex Leblond, merci beaucoup. Puis, écoute, c'était un hors-série de Boulevard 102.1. Si jamais ça vous intéresse, laissez-nous le savoir. Alex, il y a un paquet d'entreprises comme ça. Comprendre comment ça se fait que Dollarama, à vendre des bébelles à 1 pièce, a fini par devenir une des grosses compagnies dans le monde. Comprendre la progression des géants du Québec au niveau des affaires. Si ça vous intéresse, dites-le nous. On en fera peut-être un autre pour un hors-série. Alex Leblond, merci beaucoup d'être à Boulevard 102.1. Puis, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté cette discussion sur la progression de Couche-Tard. Le podcast hors série. Une présentation de Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts. De la micro d'exception à la micro de soif parfaite. 2 succursales, Beauport et Saint-Émile. Santé!